La seconde mortalité dérivait des causes qu'on pourrait appeler sociales ou culturelles, liées au hasard civilisationnel. Malthus fait converger les deux catégories de mortalité dans une seule, en faisant de celles qui jusqu'à-là étaient des manières accidentelles de mourir, les signes d'une mortalité profonde due à l'excès relatif des populations. À la mort attente par des limites ultimes dans une population homogène, Malthus oppose aussi l'image d'une mortalité diffuse qui s'effraie de toute manière une voie dans la population croissante. La limite absolue externe à la croissance endogène de la population, soit l'intersection entre les deux courbes de subsistance et de la population, est ainsi transformée en une série de seuils de mortalité différentielle au sein des tranches des populations plus ou moins exposées qui ralentissent la progression de la population avant les chocs avec les plafonds de subsistance. Ceci nous conduit au deuxième point. La diffraction de cette mortalité générale en une série de seuils de mortalité différentielle selon les classes est une démonstration, aux yeux de Malthus, de l'inégalité foncière du genre humain. L'obstacle privatif et l'obstacle destructif doivent en effet être en raison inverse l'un de l'autre. Dans les pays malsains, où des classes plus pauvres soumises en forte mortalité, la contrainte morale a peu d'effet et vice-versa. Autrement dit, le détachement progressif des instants par le perfectionnement moral n'est pas uniforme. Seulement les classes moyennes et supérieures, conscientes de la difficulté de maintenir une famille, disposent d'une moralité leur permettant la continence avant et dans les mariages, alors que les classes extrêmes, les classes prolétaires, sont livrées à la misère et à l'animalité du vice. Malthus écrit par ailleurs, déjà dans la première version de l'essai, qu'il est impensable pour les classes inférieures que les classes inférieures puissent jamais se libérer suffisamment du besoin et des charges matérielles pour accéder à un échelon élevé de standing intellectuel. Mais ceci n'est pas non plus un défaut, car le maintien d'une séparation des classes est selon lui une condition nécessaire du perfectionnement moral. Il écrit dans un passage que Marx va citer, « Les classes supérieures comme les classes inférieures sont inévitables, et elles sont très utiles. Si l'on notait des sociétés l'espérance de s'élever et la crainte de déchoir, si le travail ne portait pas avec lui sa récompense et l'indolence sa punition, on ne verrait nulle part cette activité, cette ardeur avec laquelle chacun travaille à améliorer son état, ce qui est le principal instrument de la prospérité publique. » Que l'inégalité soit fondée en nature est pour Malthus une évidence visible dans la nature même de la terre, dont la fertilité inégale fonde la théorie des rendements décroissants. Dans son Summary View of the Principle of Population, Malthus insiste plus particulièrement sur la limitation nécessaire de la production agricole qui dérive à la fois de la rareté des terres fertiles et des rendements dégressifs des terres cultivées malgré l'injection de capital. Que la finitude de la terre et la raréfaction de ces rendements aient une importance aussi grande n'est par ailleurs nullement anecdotique pour l'économie de l'époque. Pour Ricardo, par exemple, l'économie tout entière n'étant rien d'autre qu'une ferme géante qui produit du blé sur une quantité fixe de terre. En d'autres termes, Malthus ne biologise pas l'objet population, comme on peut lui reprocher. Il considère plutôt que le principe de population est conditionné par des effets circonstanciels sur lesquels on peut envisager des formes d'action morale et politique afin de désamorcer les possibles conséquences égalitaristes de la croissance populationnelle. Ainsi, dans ses principes de l'économie politique de 1820, il essaie de contourner les freins destructifs en se situant du point de vue productif. Malthus ne parle plus de la croissance géométrique de la population comme un absolu, mais du présupposé que le niveau de population est influencé par l'offre et la demande de travail sur un marché et donc plus précisément du salaire. Si la demande du travail doit gouverner l'offre, alors il faut gouverner la production par les revenus et les pouvoirs d'achat préexistants. Or, le seul groupe social capable de générer une demande forte et soutenue, ce sont les classes élevées, désireuses de biens manufacturés, dont il faut défendre les intérêts en diminuant les prix des biens manufacturés pour augmenter la consommation somptueuse de biens de luxe.
Si les prix des biens de luxe diminuent, celui des biens de première nécessité augmente. Les prolétaires qui sont dans la fourchette haute sont ainsi obligés de travailler plus, de se contenir et de se transformer en classe moyenne, alors que les classes extrêmes disparaissent. Son plus grand espoir, écrira Marx, c'est que la classe bourgeoise grandisse et que les prolétariats, malgré un accroissement absolu, constituent une fraction de plus en plus faible de la population totale. Tout le jeu de Malthus consiste à sauver les taux de profit en rongeant le pouvoir d'achat des travailleurs, dont le salaire nominal doit rester élevé pour attirer le travail, alors que leur pouvoir d'achat diminue à cause de l'élévation des prix. La célèbre opposition de Malthus aux Poor Laws, qui lui vaudra les foudres d'Engels, s'explique par le fait que les Poor Laws gonflent les salaires hors marché et drainent des capitaux qui pourraient être investis dans la production. Alors je m'excuse pour ces explications un peu techniques, l'essentiel c'est que les modèles économiques remplacent ici la continence et les retards de nuptialité, promouvant une transformation sociale qui permettra un ajustement au moins provisoire de la population sur la subsistance. C'est cette tentative qui conduit Malthus à penser Malthus en fait comme un prophète des limites à la croissance et presque un précurseur de la décroissance. Or, c'est le contraire qui est vrai. Certes, comme les autres économistes classiques, Malthus pense qu'il y a des limites absolues et naturelles à l'accumulation. Mais il y a une dimension paradoxale de ces limites, car comme nous l'avons vu, la finitude n'existe dans la pensée de Malthus que pour permettre enfin d'éloigner le spectre de la surpopulation, visant ainsi à transformer les limites externes en seuil interne à la progression démographique, selon les mécanismes inverses par lesquels la limite externe de la mortalité par privation était transformée en une série de seuils internes de mortalité différentielle. Je tiens ici à ce mot de seuil, plutôt que de frontières ou barrières, car je me réfère à l'étymologie de deux termes. Limite vient de limes, un sentier qui séparait des champs et plus généralement un bornage d'espace qui ne doit pas être surmonté. Seuil est issu du latin solea, qui signifie sandale, sabot, et qui dérive de solum, surface de la terre, sol. Il indique la partie du sol, généralement constituée d'une pièce de bois ou d'une dalle, sur laquelle s'ouvre la porte. À la différence de la limite, le seuil doit être franchi pour exister comme tel. Et le franchissement du seuil est précisément le phénomène de croissance. En transformant les limites en seuil, Malthus vise non pas à limiter ou inverser la croissance, mais plutôt à la domestiquer, pour obtenir une croissance graduelle, mais ininterrompue, des prix, du coût de la vie, du taux de profit, de l'investissement technologique et au final même de la population. Malthus n'étant pas opposé à la croissance de la population en soi, mais juste il veut la limiter et la gradualiser. Comme l'a vu aussi Georgios Kallis ou Ian Angus, la structure même de la limite est donc chez Malthus paradoxale, car sa transformation des limites en seuil repousse la fin de la croissance à un moment toujours à venir. Et si la croissance conjointe de la population et des productions n'est pas proprement dire infinie, mais plutôt graduelle. Il écrit dans la 6e édition de l'essai, « Le pouvoir de la terre à produire des vivres n'est certainement pas sans limite, mais il est à proprement parler indéterminé. Autrement dit, ces limites ne sont pas définies et nous n'en viendrons probablement jamais à dire qu'aucun surplus de travail ou d'ingéniosité humaine ne pourrait accroître encore cette production. Il n'est pas trompeur, à mon sens, de déceler dans cette structure paradoxale de la limite seuil quelque chose qui est de l'ordre de la structure temporelle du capitalisme, dont on sait que l'aboutissement est la catastrophe. Mais tout se passe comme si la catastrophe était différée, retardée, retenue par les catéchones économiques, les catéchones étant cette puissance qui freinait l'arrivée de l'apocalypse. La limite absolue de la croissance économique est certes la finitude de la terre, mais cette limite ne représente en rien une contradiction pour l'accumulation capitaliste. C'est même, bien au contraire, la condition sous laquelle une croissance peut avoir lieu dans un ordre social inégalitaire.
Cela explique par ailleurs pourquoi le capital peut continuer de s'accumuler aujourd'hui dans des conditions naturelles dégradées. Celle-ci ne représente au fond que de nouvelles occasions de création de valeur, soit de nouveaux seuils qui doivent être dépassés. La contradiction, soit-elle entre deux formes de croissance sous la forme d'une crise, n'a jamais été un problème pour le mouvement immanent de croissance du capital qui se nourrit précisément de contradictions. Le monde de Marx est déjà un autre monde par rapport à celui de Ricardo et Malthus, car c'est la croissance industrielle qui s'attache à décrire le capital, une croissance qui fait partie d'un processus anthropogénique d'appropriation, transformation de la nature, dont la logique totalisante du capitalisme est une étape. Déjà dans les Grundrisse, la trajectoire du capitalisme est décrite comme une lutte contre la nature qui conduit au franchissement de toutes les limites naturelles, qui sont progressivement internalisées en tant que limites sociales. Marx a parfaitement compris et décrit cette puissance expansive du capitalisme consistant précisément à transformer les limites en seuils, franchis les uns après les autres. Il écrit « Le capital brise toutes les barrières qui inhibent le développement des forces productives. » Mais ces seuils sont contemporanément des limites qui définissent positivement une certaine configuration sociale qui doit être dépassée. Ainsi, Marx pense que le capital, en dépassant les modes de production féodale, sépare la production de la terre et les humains de la nature, de la sorte que les travailleurs perdent tout lien avec la terre. En d'autres termes, l'illimitation des forces déchaînées par le capital semble être déliée pour toujours de la finitude terrestre. Cette séparation doit être elle-même supprimée et dépassée par la révolution communiste, soit par une forme supérieure de production collective, établissant un nouveau rapport de l'humain avec la nature. La question qui se pose est celle du rapport entre ces dépassements et les limites naturelles. Et on sait que le débat sur la question est vivace au sein du marxisme. Ted Benton, par exemple, pense que Marx emploie un véritable refus de la notion de limite. Il sous-évalue les préconditions naturelles de la production et surreprésente le rôle de l'homme en tant qu'il peut agir intentionnellement sur la nature pour la transformer. Impressionné par la capacité de la machinerie industrielle d'arracher l'homme à la dépendance de la nature, l'homme pense la révolution communiste comme un Aufheben, un dépassement et une continuation de ce qu'il appelle la grande mission civilisatrice du capitalisme. Dans cette interprétation, Marx abolirait donc l'idée d'une limite absolue, toutes les limites étant historicisées, dépendant uniquement d'un certain degré de développement des forces productives. Ainsi, Engels, par exemple, relativise les limites naturelles et il écrit « Les forces de production qui sont à la disposition de l'humanité n'ont pas de limites. Le rendement de la terre peut progresser indéfiniment par l'application des capitales, du travail et de la science. Les capitales s'accroissent chaque jour, il accroît les forces de travail augmentent avec la population, et la science domine chaque jour davantage les forces de la nature, en les mettant au service des hommes. » Engels trouve notamment chez l'économiste Ellison l'idée que chaque adulte est en mesure de produire plus qu'il ne peut consommer, ce qui montrerait que la productivité ne rencontre pas de limites de la population. L'amélioration progressive de l'agriculture, la fertilisation chimique des sols, l'industrialisation aboutirait aussi à cette thèse cornucopienne, productiviste, prométhéiste, comme on l'appelle, qui réduit la nature à un ensemble de ressources inertes. L'éco-marxisme, plus particulièrement les codes de la rupture métabolique, dont on a parlé abondamment ce jour-ci, a montré en revanche qu'à ce prométhéisme technosolutionniste suit un deuxième Marx, qui redéfinit lui-même le concept de limites naturelles pour avancer, notamment dans le troisième livre du Capital, vers une théorie de la crise écologique comme produit du capitalisme et de la rupture métabolique, soit l'altération du système des échanges entre les vivants, en particulier les vivants humains, et les sols. Comme on le sait, comme on l'a vu ces jours-ci, cette rupture est causée par l'éloignement ville-campagne d'une part, d'autre part par l'industrialisation et l'innovation technologique, se traduisant dans un prélèvement extrême des ressources du sol, empêchant la régénération et se traduisant dans une chute nette de la fertilité. Les conséquences de la découverte
de la rupture métabolique dans l'œuvre même de Marx sont innombrables. Dans la mesure où la notion de métabolisme permet de penser le travail comme une médiation entre l'homme et la nature, les effets de l'aliénation capitaliste se mesurent non seulement au fait que le capitalisme scie la branche de la valeur sur laquelle il est assis, mais aussi par la progressive inhabitabilité de l'environnement naturel qu'il provoque. Ainsi, les humains et les sols sont les victimes d'une même entreprise d'épuisement de la nature qui, d'entourage indispensable de l'activité humaine, est transformée en ressources. Les lectures des travaux de Liebig sur la baisse de fertilité des sols et la demande de croissance d'engrais conduiraient Marx à mettre en lumière, par ailleurs, la temporalité inégale des cycles de vie agricoles et capitalistes, la rupture métabolique se traduisant dans la contradiction entre des intérêts à court terme et les effets à long terme de la spoliation des sols. Or, dans cette théorie, les problèmes de la population recouvrent une importance toute particulière. Forster et Timothy Hoag ont montré que c'est précisément pour répondre à la notion malthusienne des limites que Marx commence à lire Liebig. Et en cherchant en Liebig d'abord la démonstration de la production illimitée des sols. Contre Malthus et Ricardo, Marx voulait d'abord montrer que la hausse de la rente foncière provoquée par la rareté des terres fertiles n'avait de sens que dans un mode de production caractérisé par un faible développement des sciences et des techniques. Le perfectionnement de l'agriculture et de la fertilisation industrielle, dont la portée géologique consiste à pouvoir changer la nature même des sols, laissait au contraire espérer une amélioration virtuellement sans limite de la productivité, conduisant à une abondance et à l'égalité. On retrouve, autrement dit, ici l'idée de progrès des Lumières, c'est-à-dire l'idée d'une abondance qui est garantie de liberté, mais aussi d'égalisation progressive entre les hommes. Si Marx s'attache à démentir l'existence des limites malthusiennes avec une véhémence étonnante, c'est que donc il s'agit de dénoncer l'opération qui déduisait de ces mêmes limites l'inéluctabilité de la rente foncière, de la baisse du taux de profit, la conséquente révocation des pourloves et pour finir, la justification de la pauvreté des classes ouvrières. Malthus, écrit Marx, pense au fond que le paupérisme est une loi éternelle de la nature, dont la faute incombe aux ouvriers eux-mêmes, alors que ce n'est que dans les modes de production capitaliste que le paupérisme tire son origine du travail et qui plus est du développement des forces productives du travail. Ces critiques de Malthus sont laissées s'échelonner sur plusieurs années et sur plusieurs écrits jusqu'au chapitre 25 du premier livre du Capital. Il s'agit d'abord d'une critique de l'idéologie théologique de la loi malthusienne, conçue comme un dogme religieux qui oppose l'esprit à la nature, par lequel Malthus ramène des facteurs complexes à un seul rapport, celui entre la propagation naturelle de l'espèce et les moyens de subsistance. Contre ce point de vue abstrait, il faut partir des conditions historiques et économiques réelles de la production. Donc, dans chaque mode de production, c'est-à-dire le rapport des classes. Il écrit « La population est une abstraction si je néglige par exemple les classes dont elle se compose. À leur tour, ces classes sont vides de sens si j'ignore les éléments sur lesquels elles reposent, par exemple le travail salarié et le capital. » Il faut partir donc des éléments les plus simples de l'analyse économique pour ensuite remonter vers la reconstruction des phénomènes démographiques. Qu'est-ce qui apparaîtra alors? Que Malthus interprète comme des obstacles artificiels en croissance idéale géométrique de la population des conditions réelles dans lesquelles des hommes se produisent et se reproduisent historiquement. Malthus sépare, autrement dit, une nature idéalisée de la croissance populationnelle de ces conditions de possibilités réelles, qui peuvent alors être présentées comme des simples contraintes externes. Marx déconstruit ainsi la métaphysique de la limite malthusienne, montrant que la traduction des limites externes en seuil dépassable procède d'une transformation préalable des limites immanentes historiquement variables de la propagation de l'espèce humaine en obstacles extérieurs et ces derniers en loi naturelle de la reproduction de l'espèce. Ce renversement consiste littéralement à remettre sur les pieds la chaotique théorie malthusienne
et conduit à une historisation radicale de la loi des populations, qui dépend à chaque moment historique et en chaque société d'un mode de production déterminé, mais aussi, à l'intérieur d'un mode de production, de l'élasticité de la forme de production déterminée et de la sorte que les limites de la population varient, se contractent et se dilatent selon ces conditions. Marx remplace ainsi l'unicité d'une loi malthusienne généralisable au niveau de l'espèce avec une multiplicité de lois déterminant à la fois les conditions de la reproduction sociale et les limites entre population et surpopulation. Dans les modes de production capitalistes, la production de subsistance dépend de l'emploi, mais aussi des conditions de la productivité industrielle et agricole. Or, le capital ne reproduit pas seulement les conditions de travail, il produit les travailleurs dont il a besoin, c'est-à-dire qu'il produit les conditions de l'emploi et de sa destruction. Cette idée selon laquelle la population dépend du travail était présente aussi chez le dernier Malthus. Mais en distinguant moyens de production et moyens de subsistance, là où Malthus confondait capital et marchandise, Marx peut suivre la mutation de la population selon les variations de la composition organique du capital. Alors que dans la première phase de la production capitaliste, le capital cherche à augmenter le nombre de travailleurs pour augmenter le temps de travail, lorsque la croissance décélère et la part de capital constant, les machines, augmente, un certain nombre de travailleurs sont rejetés sur le marché. Ces deux mouvements consécutifs peuvent être lus comme des mouvements simultanés et symétriques. À fur et à mesure que le capital subsume sous la branche industrielle davantage de secteurs de la production sociale, il augmente la population ouvrière relativement à la population totale, mais de la même manière, il augmente une population en réserve, au fur et à mesure que la productivité augmente et par conséquent augmente la part des capital constant dans les moyens de production. La surpopulation, autrement dit, est relative aux capacités d'incorporation de la force de travail sous des conditions d'exploitation données, ainsi que de la dynamique de reproduction du capital lui-même. Le surnombre des hommes que chez Malthus apparaissait comme un destin n'est donc pas le produit d'une rareté absolue, mais du flottement de la limite entre population active, inactive et au chômage, flottement qui dépend dans son tour de la composition organique du capital, de la stratégie des classes capitalistes, de la répartition, des techniques d'accumulation de la propriété. L'idée de surpopulation relative montre que les phases de croissance et de contraction du capital créent une population excédentaire dont l'existence ne dépend pas d'une loi naturelle, mais d'un rapport d'inclusion exclusive à l'appareil de production. Cette force de travail est incluse dans les marchés du travail qu'elle contribue à former, en faisant pression sur les salaires, mais elle est exclue de l'emploi. Cette population excédentaire peut ainsi prendre la forme d'une population flottante, en milieu urbain, surpopulation latente, en milieu rural, surpopulation stagnante, dont les conditions d'emploi sont tellement épisodiques que, comme écrit Marx, elles rassemblent à certaines espèces d'animaux faibles et constamment surchassés, jusqu'à la production d'une humanité non plus seulement surnuméraire, mais aussi superflue, que Marx appelle l'hôtel des invalides de l'armée active du travail et poids à mort de sa réserve, c'est le lumpenprolétariat de Rosa Luxembourg. C'est dans ces limbes de la production que Malthus ira chercher ces classes extrêmes dont la disparition pure et simple ne devrait être au final que le résultat logique du cours de la nature. Marx montre en revanche que ce sont les conditions historico-sociales de la production, elles-mêmes résultantes du dépassement des rapports sociaux non capitalistes, qui créent à la fois des crises de sous-production, comme sous-accumulation de capital social, excédant sa valorisation, et une surpopulation excédante les capacités d'intégration dans la machine productive. La surpopulation est ainsi relative non pas à un absolu de la production, mais aux conditions précises de l'exploitation dans un certain mode de production. Reste à comprendre si ces processus par lesquels la limite de la production est historicisée, dénaturalisée, relativisée, n'aurait-il pas comme corollaire nécessaire l'adhésion à certaines même limitations de la production qui caractérisent le paradigme capitaliste,
comme les laisse penser une certaine tendance accélérationniste du marxisme. Les concepts de surpopulation relative, par exemple, détachés de toute naturalité de la reproduction, semblent dépendre uniquement de la tendance contradictoire du capital à rendre superflu le travail vivant, tendance qui est à l'origine de la baisse tendancielle du taux de profit. Dans ces conditions, la seule véritable limite du capital semble être le capitalisme lui-même. On pourrait lui opposer un mouvement inverse, misant sur le développement de la productivité afin de réintégrer l'armée de réserve dans la machine productive. Cela a été historiquement la stratégie de la politique du plein emploi, la stratégie du syndicat et de la lutte contre le chômage. Mais la notion de rupture métabolique vient compliquer ces cadres. Dans sa thèse, Timothée Hogue montre que c'est justement en s'interrogeant sur la baisse tendancielle du taux de profit et la composition organique du capital, dans les manuscrits de 1861-63, les théories sur la plus-value, que Marx a découvert la rupture métabolique. Marx distingue survaleur et profit. Les profits semblent destinés à baisser à cause de la hausse du capital constant dans la composition organique du capital et l'expulsion du travail vivant de la production. Mais en réalité, la baisse du taux de profit pourrait être compensée par la hausse du taux de survaleur qui est obtenue en baissant les prix des biens de consommation et donc les salaires. Or, la baisse de la valeur des biens de subsistance qui composent les salaires dépend toutefois de deux formes de production qui ne sont pas alignées, car la productivité industrielle augmente à un rythme beaucoup plus élevé que la productivité agricole, ces dernières restant toutefois fondamentales pour la production des biens alimentaires qui composent les paniers de subsistance définissant les salaires. Comme nous l'avons vu, en commençant à lire Liebig, Marx cherchait à montrer que la productivité agricole pouvait aussi être améliorée à l'infini. Cette historicisation des limites agraires permettant de contredire la thèse de rendement décroissante. Mais dans des passages de cette théorie sur la plus-value, Marx est obligé d'admettre que l'exploitation des sols requiert d'autres rapports sociaux que la production industrielle et que cette différence se traduit dans une productivité agricole moindre par rapport à la productivité industrielle. Autrement dit, dans la production capitaliste elle-même apparaît une limite fondamentale due non seulement au retard de la productivité agraire, mais aussi de sa baisse nette en raison de la hausse de la productivité industrielle. La brèche est ouverte pour que, peu à peu, dans la pensée de Marx, la question de la rupture métabolique, du gaspillage des sols, du déséquilibre entre ville et campagne, s'insère et la plus faible rendement de la productivité agricole par rapport à la productivité industrielle sera alors reconduit à l'épuisement des terres, lui-même dû à la fuite en avant de l'accumulation capitaliste, celle-ci impliquant des phénomènes d'urbanisation et de sous-exploitation des sols. Doit-on comprendre cette question de l'épuisement des sols dû à la rupture métabolique comme un retour marxien à l'idée de rendement décroissant, soit à l'idée d'une limite absolue externe à la production? Si la théorie de la rupture métabolique remet au jour la question des limites, comment distinguer ces limites des limites naturelles du malthusianisme? Hogue souligne que dans l'hypothèse descartienne et malthusienne de rendement décroissant, la raréfaction progressive de la productivité de la terre est un phénomène inévitable car naturel. Il dérive de la croissance de la population dans un monde fermé. Chez Marx, en revanche, l'épuisement des sols lu à travers Liebig apparaît comme un aspect de la destruction de l'entourage naturel dû à la croissance capitaliste qui opère à travers la transformation continuelle des limites en seuil, par une exploitation qui épuise également la force de travail. Il y a en effet un parallélisme entre les miracles de la force de travail qui se représente tous les jours comme renouvelée sous les postes de travail dans les capitales et l'apparent renouvellement tous les ans des sols garantissant la production de subsistance. D'une part, comme l'ont montré les travaux féministes, le travail domestique et plus généralement le travail reproductif non rétribué est la condition cachée pour que le travail masculin puisse se présenter comme la seule marchandise qui augmente sa valeur dans l'échange avec le capitalisme. La survaleur
est ainsi obtenu non seulement par l'exploitation du travailleur masculin, mais aussi par l'appropriation violente du travail féminin, qui peut être considéré comme une forme d'accumulation primitive. D'autre part, la surexploitation et l'appauvrissement des sols, l'extraction des minéraux et des sources énergétiques fossiles, et plus généralement la mise au travail de la nature, sont les conditions cachées de la croissance capitaliste, peut se présentant sous la forme d'une opposition spatiale et temporelle entre ville et campagne, métropole et colonie, court-termisme de l'accumulation financière et destruction des conditions de la reproduction sur le long terme. La subordination sexiste et raciale, la destruction de notre propre environnement à une échelle jamais éprouvée auparavant, les déséquilibres entre population et ressources sont les conséquences d'un même échange inégal entre les forces naturelles vivantes et l'accumulation du capital qui dérive de leur exploitation. Il n'est pas interdit de concevoir l'explosion de la population mondiale du XXe siècle comme un autre effet du dérèglement général des relations entre les vivants humains et leur environnement naturel provoqué par la rupture métabolique. Les statistiques montrant par ailleurs que l'urbanisation a connu la même croissance exponentielle de la population. Les retours perpétuels du néo-malthusianisme, y compris dans la pensée critique écologiste et féministe, traduit l'illusion d'une cause globale, un problème global. Comme la cause est globale, la solution l'est aussi. Le développement économique, contenant un volet d'éducation des femmes, contraception et planning familial, permettra aux pays surpeuplés d'opérer la transition démographique vers une natalité moindre. La littérature marxiste a fait suffisamment justice de cette erreur consistant à échanger les faits pour les causes et conduisant à un racisme structurel vis-à-vis des pays en voie de développement. J'ai montré ailleurs que cette même mentalité développementiste provoque un modèle d'arbitrage entre qualité et quantité, formulé notamment dans la théorie du capital humain, qui est lui-même responsable du déracinement de l'économie et de l'illusion d'une croissance illimitée. Comme le dit Ian Angus, depuis des siècles, l'argument trop nombreux signifie toujours trop de pauvres, et dans bien des cas, trop de pauvres qui ne sont pas blancs. Ce que l'on gagne aujourd'hui d'une lecture en termes de surpopulation relative, c'est justement l'idée que les niveaux de population et surpopulation ne sont pas absolus, mais dépendent des caractéristiques socio-géoéconomiques qui sont locales et situées. Ainsi, si le rythme de la croissance de la population ralentit au niveau mondial, dans certains pays comme le Nigeria ou l'Ouganda, la croissance démographique durera encore quelques dizaines d'années. La décroissance démographique est déjà bien entamée dans certains pays européens, en Russie et au Japon. L'espérance de vie décline aux États-Unis, où le ralentissement de la production est lié au vieillissement de la population. Certaines politiques, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, visent la réduction de la natalité pour faire face à des projections alarmantes, alors que dans d'autres pays européens, dont la France ou même les États-Unis, on vise désormais le réarmement démographique comme réponse à l'effondrement des systèmes de prévoyance et de sécurité sociale, alors que l'issue naturelle des migrations est bloquée par la montée des droites identitaires et xénophobes. Nulle part, on voit une croissance de type géométrique ou exponentielle malthusien, sauf si l'on construit la population mondiale comme une abstraction qui permet de vérifier en avance l'hypothèse d'une croissance démographique naturelle. Or, la lecture marxienne de Malthus montre que la célèbre croissance géométrique de la population, loin de décrire une progression démographique naturelle, est une construction idéologique permettant de naturaliser la croissance économique dans les modes de production capitalistes. Les mouvements immanents du capital procèdent par transformation des limites opposées par la croissance arithmétique et des subsistances en seuils qui peuvent être dépassés. Mais l'on se tromperait si l'on interprétait ces dépassements comme un moment historique triomphal aboutissant en croissance infinie. Chez les économistes classiques, l'histoire de la production fonctionne comme un mécanisme compensatoire qui permet de surmonter les limites d'une rareté originaire qui ne fait qu'à son tour que s'empirer jusqu'au moment où la production ne pourra plus combler les manques et la limite finale sera atteinte. C'est l'économie néoclassique qui, renouant avec l'idée des progrès des Lumières,
à détacher la croissance de ses conditions de possibilités, l'affranchissant de toute forme de limites, en faisant de la croissance elle-même un processus endogène autoréférentiel. Les retours du malthusianisme sous la forme du néo-malthusianisme environnemental, à travers la littérature sur les limites de la croissance, la tragédie des communs, plus récemment les planetary boundaries, traduit en quelque sorte le retour du pessimisme quant aux promesses de croissance infinie de l'économie néoclassique. Mais les modèles historiques profonds, où l'accroissement de la productivité dérive du dépassement de seuils qui sont des obstacles, restent les mêmes. La preuve est que les limites planétaires, les planetary boundaries, sont encore conçues comme des seuils dont le dépassement implique une série de risques pour les humains. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que le capitalisme néolibéral ne s'est jamais empêché de prouver tous les risques. Comme le dit Foucault, sa devise étant notamment de vivre dangereusement. Le renversement martien de la théorie malthusienne donc peut être lu comme une sous-version de ce modèle historique. Sous-version déjà implicite dans la manière dont Marx pense la limite. Non pas comme une borne ou un obstacle auquel se heurte un élan ou un mouvement qui existerait comme tel avant toute limitation, mais plutôt comme une condition de possibilité, au sens kantien ou hegelien, qui détermine ou littéralement délimite la configuration d'un certain mode de production. Ici, au lieu de borner une croissance donnée, une certaine étape du développement historique de la production autorise et détermine un certain niveau de population, ce qui revient à dire qu'un certain mode de production est toujours aussi un certain mode de reproduction historiquement changeant. Les limites du mode de production capitaliste sont ainsi historicisées, non pas tellement comme des seuils temporaires dérivant d'une limite absolue qui serait en quelque sorte en dehors de l'histoire, mais précisément en tant que conséquence d'un mode de production qui est en lui-même contradictoire, car il détruit ses propres conditions de possibilité par la fuite en avant à travers le seuil. Rien comme l'expérience catastrophique de la destruction globale des conditions de possibilité de la vie à niveau planétaire pourrait mieux confirmer cette intuition marxienne. Face à cette destruction, la seule alternative qui reste littéralement est la destruction de la destruction, soit la révolution anticapitaliste comme Marx l'envisageait, c'est-à-dire la reconquête d'une dimension anthropologique où la limite n'apparaît plus comme un manque, comme un reflet d'une rareté qui doit être dépassée, mais comme une borne qui circonscrit la place de l'humain au sein du vivant. Merci. Obrigado. Alors, merci, Lucas. C'était très passionnant votre conférence. Então, eu abro para as perguntas. Quem tiver questionamentos, mais uma vez seguindo o esquema de... César já tem? Alguém mais? Jajara? Ok, vamos lá. Daí, se vocês forem fazer em língua estrangeira, eu peço também que traduzam. Tu veux que je pose en français la question ou en portugais? Ok. Merci beaucoup pour votre présentation. La présentation, elle donne beaucoup d'importance au mode de production. Donc, selon le mode de production, on a une certaine limite pour la quantité de la population, enfin, une limite populationnelle à partir d'une limite définie par le mode de production. Et je me souviens d'un entretien dans lequel Foucault, il fait un commentaire sur le prolétariat et la lutte prolétarienne, et il dit, eh bien, le prolétariat, il peut bien faire la révolution, mais il y a une chose qu'on ne donne pas encore beaucoup d'importance, qui est ce qu'on va faire après la révolution. Donc, après la révolution bolchevique, on a le problème de définir la transformation non pas seulement des relations de production, mais aussi le rapport de la société à la sexualité, le rapport de la société à la famille, à la structure familiale ou à l'esthétique. Donc,
On a un changement dans le mode de production, mais on voit que une bonne part du prolétariat désire encore un type de famille bourgeoise, un type d'esthétique bourgeoise, un type de sexualité bourgeoise. Et ma question repose en ce sens du côté de la consommation ou, si tu veux, de l'esthétique. Donc, bien sûr que c'est très important de penser les questions de la production, du mode de production, mais la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire aussi du côté de la consommation ou, si tu veux, de l'esthétique. Donc, en termes marxiens ou éco-marxistes ou éco-socialistes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en termes de consommation? Parce que si aujourd'hui la population mondiale consomme tel qu'un citoyen américain moyen, le monde ne peut pas comprendre cette consommation. Donc, quelles sont les limites aussi qui pourraient être définies en termes de consommation ou encore à nouveau esthétique. Enfin, ça c'est ma question. Bon, je vais essayer de traduire en portugais. Hein? Você vai traduzir? Eu posso, enfim. A minha questão para o Luca seria basicamente nas discussões, né, marxistas e hoje ecológicas, ecossocialistas, ecomarxistas, a gente dá bastante importância à produção e aos modos de produção e à transformação dos modos de produção. E a minha questão é o que a gente fala também sobre o consumo e a estética, né? Porque geralmente quando ocorre enfim, a revolução, ou ocorre essas transformações no modo de produção, ainda se deixa de considerar, né, um tipo de família burguesa, um tipo de sexualidade burguesa, um tipo de estética burguesa, um tipo de consumo burguês que geralmente, bom, em muitos movimentos proletários ainda se defendia, né? E se hoje a população mundial fosse consumir tal como um cidadão norte-americano médio, o mundo iria explodir muito mais rapidamente do que já está em vias de se destruir, né? Então, como a gente pensaria esse lado do consumo, enfim, da estética? Quem que seria? Bon, merci beaucoup, c'était excellent et j'ai posé une question, j'ai beaucoup, mais après on peut discuter plus et aussi pour pouvoir mieux articuler. Donc j'ai beaucoup aimé ta présentation, je trouve que c'est ça, cette opposition qu'on peut faire entre Marx et Malthus, c'est de montrer qu'avec Marx on peut montrer que Malthus, d'une certaine façon, il confond les effets avec les causes, comme tu as dit dans la présentation. Et je pense que aussi c'est important de problématiser cette naturalisation de la question de la population. Et avec Marx, on peut montrer que les conditions historiques, sociales sont de la production qui créent les crises de surproduction et en même temps de la surpopulation aussi. Donc, je pense que tu as montré d'une façon très bien comment on peut répondre avec Marx à Malthus. Ce que je voulais savoir, si tu peux développer cette idée que j'ai aussi trouvée très bien, et de faire une comparaison entre la surexploitation des sols et une surexploitation, on peut dire, des travaux des femmes à la maison, parce que ce n'est pas une exploitation au sens classique, mais une exploitation en plus. Chris, elle parlait hier que elle trouve que c'est des 100% par rapport à l'exploitation au sens classique. Donc, je voulais savoir si tu peux exploiter un peu plus cette idée. Então, a minha questão ela diz respeito a saber se o Lucas pode desenvolver um pouco mais essa ideia da qual ele falava,
fazendo uma comparação entre a surexploitação, a superexploração dos solos como uma condição escondida, né, escondida do crescimento capitalista. Estou muito cansada, gente, desculpa. Então, ele faz uma comparação entre a superexploração do solo e uma exploração escondida ali do trabalho feminino em casa, né? E, então, eu pedi se ele podia falar um pouquinho mais sobre isso, e achei importante dele falar, né, que com o Marx a gente pode opor a Malthus que o Malthus ele confunde causa e efeito, e que ele vai naturalizar a questão da população, de uma superpopulação que, na verdade, é produto, né, de certas condições histórico-sociais, que são condições de possibilidade do próprio capitalismo. Bon, merci, c'était superbe en fait. Il y a beaucoup de questions là qu'on trouve là, mais moi je t'ai intéressé aux questions de limites. Ce que je trouve très intéressant, en dimension, je trouve intéressant dans tous ces mouvements-là de décroissance, ou même de décroissance sélective, c'est qu'il y a une idée politique des limites, ou même de seuil. C'est-à-dire, on voit ça comme une question politique. Donc, par exemple, c'est intéressant parce que, par exemple, si on pense à la décroissance, on peut penser comme ça, la décroissance guarani, selon Clastres, selon le travail de Clastres, il y a toujours un effort pour ne produire pas l'excédent, comme il y a un effort pour ne pas laisser l'État de se produire. Donc il y a un combat actif contre l'excédent, un combat actif contre l'État, parce que ce sont des choses dangereuses, des choses qu'on ne veut pas. Ce que je trouve, ce que j'étais en train de penser quand je t'écoutais, c'était que comme si Marx trouve, voilà, il y a des possibilités. Là, il n'y a pas de limites. Les limites sont des limites absolues, il y a des limites sociaux, des limites économiques, historiques, etc. C'est une possibilité. L'autre possibilité est qu'il y a aussi une autre limite, disons, une limite qui vient de la terre, une limite qui vient, c'est d'une certaine façon sociale aussi, mais éco-sociale, si tu veux. Donc, je me demande s'il y a, ça c'est pour moi un problème, s'il y a ici, selon toi, une certaine conception que ce n'est pas technique, mais c'est politique. Tu vois la différence? La différence, une limite technique, c'est une limite on ne peut pas surpasser, c'est ça. Une limite politique, c'est une limite qu'on peut surpasser, mais on ne veut pas. On a choisi de ne pas vouloir. Et c'est ça que, précisément, je trouve un petit peu compliqué de trouver un Marx et au marxisme. Donc, seulement pour voir ce que tu penses sur ça. Merci. Ah, sim. Desculpa. Sim, eu estava dizendo que foi uma fala que trouxe muitas questões. Eu estava interessada na questão do limite, na questão dos limites e dos limiares. E o que eu acho interessante é que no crescimento, na discussão toda sobre o decrescimento, existe uma ideia de um decrescimento político que não é só um decrescimento técnico, né? Então, a ideia de que você opta por não crescer, ou um decrescimento seletivo, você opta por não crescer em certos lugares, em certos momentos, em certas dimensões, né? E eu estava dizendo que a gente poderia falar de um decrescimento guarani, pensando no trabalho do Clastres, que é a ideia de você não, né, decidir não ter excedente.
Não por uma questão técnica, mas uma questão política. Assim como você politicamente decide não produzir o Estado, você politicamente decide não produzir excedente. E essa decisão política é diferente da decisão técnica, acho que ela é interessantemente diferente. E eu estava me perguntando se Marx, entendido como alguém que não vê limiar nenhum, não vê limite nenhum, simples, absoluto, ou seja, limites simplesmente históricos, sociais, ou entendido como alguém que vê limites, são limites que têm a ver, digamos, com a terra, ou tem a ver com... E esses limites da terra, é claro, poderiam ser entendidos como limites sociais, num sentido mais amplo, mas me pergunto se há também algum limite que não seja técnico, porque parece que esses limites todos ficam me parecendo simplesmente limites técnicos, e não limites que têm a ver com uma decisão política. Então, eu estava perguntando se ele entende que há espaço em Marx ou no marxismo para a gente pensar em limites que não sejam puramente técnicos nesse sentido. Era isso. Alors, je laisse la parole à Lucas, eu deixo a palavra com o Lucas. Alors, merci déjà à tout le monde pour aux 3 questions qui sont vraiment 3 questions complètement pertinentes et très intéressantes et profondes. Pour César, si je me rappelle bien, peut-être que je me trompe, c'est le même passage où Foucault dit « Est-ce qu'on peut encore désirer une révolution ?» Et je pense que c'est très caractéristique de ce moment où Foucault écrit, fin des années 70, début années 80. C'est par ailleurs marrant qu'à ce moment-là, il y a une énorme réflexion sur l'écologie. Foucault passe complètement à côté. Il ne s'intéresse pas. Parce que pour lui, effectivement, la révolution, la seule révolution à ce moment-là, peut être conçue au niveau d'une esthétique de l'existence. Et donc, comme tu l'as dit, par exemple, une transformation de soi qui va vers moins de consommation. Dans notre cas, dans les cas écologiques, ça pourrait être aller moins de consommation. Par ailleurs, c'est un peu aussi, c'est ce qu'il disait hier Michael Levy, même si lui, non, vraiment, en tant que marxiste, il a une vision plus institutionnelle aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser ça à des conduites individuelles. Or, pourquoi pour moi Foucault n'est pas suffisant aujourd'hui et pourquoi il ne donne pas aux réponses? Parce que nous n'avons plus le temps. Nous n'avons pas le temps d'attendre une révolution par les bas, par les transformations des conduites individuelles. Nous n'avons pas le temps, première lieu. Deuxièmement, on ne se rend pas compte d'un fait dont personne n'est presque jamais. En fait, quand on parle de croissance démographique mondiale, on dit toujours le problème c'est la natalité. Mais ce n'est pas le vrai problème de la natalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit les doubles d'années par rapport à il y a un siècle. Et l'espérance de vie a augmenté de plus de double. Cela veut dire que la population mondiale, surtout dans les pays capitalistes de premier ordre, disons les États-Unis, Australie, l'Europe, c'est une population vieillissante. Et c'est triste de le dire parce que je ne vais pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs, mais c'est une population qui va à la catastrophe. Et on le voit dans le vote de Trump aujourd'hui. C'est une population qui ne conçoit plus en fait un futur pour l'humanité. Et en fait, ce que l'on veut, c'est juste d'aller vers la catastrophe. Et puis nous, on sera sauvés parce qu'on est américain, parce qu'on est européen, parce qu'on a des systèmes qui nous sauvent. Or, nous ne pouvons pas permettre que cela se passe pour les jeunes générations, pour les enfants, pour nos enfants, pour les jeunes. Si l'humanité tout entière voulait aller au collapse, ça serait très bien. Mais là, on assiste aujourd'hui à un cas de décision sur des destins qui sont des destins mondiaux de la part d'États qui manifestent par un vote démocratique leur complète indifférence par rapport au futur du monde. C'est pour ça que l'esthétique de l'existence ne suffit plus. Il faut des révolutions, il faut des combats, politiques, il faut changer le système de production. Le système de production est encore important parce que c'est ça qui pollue. Et on se doit le faire
on se doit de les faire pour les générations suivantes, pour nos enfants, aujourd'hui, dans un combat réel, en fait. Je ne sais pas si tu peux traduire. Então, resumindo um pouco aqui, o Lukács ele percebeu que o César diz, a partir do Foucault, que sobre o Marx, para designar a revolução, e que isso foi característico do Foucault lá no final dos anos 70, mas que havia nesse período uma enorme reflexão ecológica que o Foucault meio que passa de lado, ele meio que ignora, e que para o Foucault a revolução era sobretudo ligada a uma estética da existência, num cuidado de si, com menos consumo, uma transformação de si, e que isso teria ficado um pouco evidente na fala, por exemplo, do Michel Louvi ontem, apesar de certas questões mais presentes do marxismo, né? E o Lukács acredita que o Foucault ele não é suficiente, que nós não temos tempo para uma revolução que seria feita por baixo, em razão da emergência das demandas da crise ecológica, né? E que essa revolução feita por baixo, individual, ligada à estética de si, ela precisa fazer face, na verdade, a um crescimento demográfico mundial em que a natalidade não é o grande problema, mas que a gente tem também o fato de que as pessoas envelhecem muito mais hoje, que vivemos o dobro hoje do que vivia-se um século atrás, e que países capitalistas desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Europa, enfrentam justamente esse problema de uma população envelhecida que se vê diante da catástrofe, né? E isso se manifesta particularmente no voto em relação ao Trump, nessa ideia de um salvacionismo próprio, um salve-se quem puder, e o Lukács vê isso com uma grande preocupação, porque a ideia é não permitir que isso passe também para as gerações mais jovens, né? E daí, por isso, que esse caso de uma eleição por um voto democrático, que é indiferente ao mundo, deve ser combatida, porque são decisões que têm relevância mundial, que envolvem o destino do mundo como um todo. Por isso que ele considera que a estética da existência não é suficiente, uma revolução que tenta combater isso, que mude o sistema produtivo, que lute, é necessária. Tentei resumir aqui, não sei. La question sur l'exploitation, alors c'est devenu un peu une sorte de topos, de lieu commun, même ce parallélisme entre la surexploitation de la nature et sur l'exploitation du corps des femmes. On en parlait encore hier. Enfin, c'est une idée de l'écoféminisme et même de la tendance marxiste à l'écoféminisme. Je reviens sur l'idée fondamentale de Marx. Pourquoi il y a exploitation? Il y a exploitation parce qu'il y a un échange inégal. Il y a un échange inégal, par exemple, entre un travail et un salaire, entre 2 heures de travail et un salaire. C'est ce qui permet la création de survaleurs. Donc le capitalisme cherche toujours, en fait, d'augmenter la partie de l'inégalité dans cet échange. Sauf que cet échange inégal n'est pas un simple vol. C'est pour ça que Marx s'oppose à Proudhon et ne pense pas comme Proudhon que la propriété c'est le vol. Parce que dans l'exploitation capitaliste du travail, il y a des formes du droit qui font que l'échange apparaît comme égal et accepté par les 2 parties. En revanche, avant l'exploitation, il y a cette phase dans laquelle on accumule du capital, c'est l'accumulation primitive. Et pour moi, c'est un grand mérite de la pensée féministe, du marxisme féministe, d'avoir montré que cette accumulation continue d'avoir lieu sous forme de travail non payé, c'est-à-dire d'un travail qui est approprié hors du circuit du marché et qui est juste approprié avec violence. Ce n'est même pas, en fait, correctement parlant, on ne devrait pas parler d'exploitation, parce que l'exploitation, c'est un mécanisme régi par les droits chez Marx. C'est de l'accumulation primitive. Et les mécanismes d'extraction des minerais du sol, d'exploitation des sols, d'infertilisation des sols, c'est le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on prend sans restituer rien en échange. L'idée de rupture métabolique, c'est ça. C'est-à-dire, avant, le métabolisme, c'était un système d'échange, et là, on a une appropriation sans restitution. Donc, c'est encore là aussi une accumulation primitive. Et c'est ça les parallélismes. C'est ça les parallélismes que je vois entre la surexploitation,
dirais plus l'appropriation de la violence sur le corps des femmes et l'appropriation de la violence des ressources naturelles qui, par ailleurs, se fait surtout sur des pays qui sont des pays colonisés ou ex-colonisés, etc. Donc il y a un rapport décolonial aussi qui se forme. Alors, comment est-ce que ça a été possible, cette accumulation primitive? Parce que les économistes, et c'est pour ça que c'est fâche, c'est pour ça que Malthus fait l'objet des critiques terribles de la part de Marx, qui l'accuse de tous les noms, qui le traite de tous les noms, etc. Parce que les naturalistes, les économistes naturalisent. Ils naturalisent le corps des femmes, ils disent que la reproduction c'est un phénomène naturel, donc on ne doit pas le rétribuer. Là, les sols, la nature est faite comme ça, la nature est généreuse, donc on ne doit pas restituer. Donc les économistes construisent continuellement une nature qui fonctionne comme tout seul, alors que c'est une production sociale qui permet d'exploiter cette nature. C'est ça la critique de Marx à Malthus. Par ailleurs, il y aurait tout un tas de choses à dire que je n'ai pas abordées sur le fait de rendre la femme coupable de la croissance démographique, parce que les femmes font trop d'enfants, parce que la femme est responsable de la reproduction, et toutes les politiques de planning familial qui ont été faites dans les pays en voie de développement pour empêcher cette population mondiale, etc., etc. Ça fait partie de la même idée, en fait. Il y a un processus naturel, on va intervenir, ce n'est pas du travail, on ne doit pas le rétribuer, mais on peut le réguler comme on régule, je ne sais pas, des populations animales. Então, resumindo um pouco, que o Lukács começa falando que se trata de uma exploração, dessa questão da exploração como um lugar comum dentro da literatura ecomarxista e feminista, que trata da natureza e do corpo feminino, e que a ideia fundamental do Marx, nesse caso, é que no processo de exploração há uma troca desigual ligada à forma do trabalho assalariado, né? E que aumentá-la, essa troca desigual que está contida no trabalho assalariado, seria uma tendência inerente ao capitalismo e ao que o capitalista procura, né? E que não se trata de um simples roubo, daí que tem essa crítica, por exemplo, ao Proudhon, por isso que o Marx não concorda com o Proudhon, porque essa troca desigual, ela aparece, e isso que está ligado também à forma de aparecimento do capitalismo, como algo igual e aceita pelas duas partes, quando em realidade ela é desigual, né? E por isso que a acumulação primitiva, essa é uma das grandes vantagens do pensamento feminista, né, é que a acumulação primitiva ela continua fora desses circuitos do mercado, e você não fala somente de uma exploração no sentido jurídico-econômico, mas também no mecanismo de exploração que está ligado à fertilidade do solo, em que você pega sem restituir, e também ao trabalho remunerado feminino, em que você se apropria desse trabalho doméstico sem restituir, né? Então, a mesma lógica está em operação na ruptura metabólica e na apropriação do trabalho feminino como continuações da acumulação primitiva. E é por isso que é uma apropriação com violência do corpo feminino que se manifesta especialmente em países colonizados, né? E daí o Lukács pergunta como que isso se tornou possível, e daí ele menciona essa grande crítica do Marx aos economistas políticos como Malthus, é que eles naturalizam essa exploração e essa situação do corpo feminino e da sua não remuneração no âmbito do trabalho doméstico, e, da mesma maneira, essa ideia de que a natureza seria generosa e que não seria necessário restituí-la, né? Tudo isso partindo da base das trocas desiguais. Então, para o Marx, não se trata tanto de naturalizar, mas mostrar como isso é uma reprodução social. Daí o Lukács menciona que se trata também de, haveria outras coisas a serem ditas, como a relação da culpabilização das mulheres, na questão do crescimento demográfico, toda uma série de políticas que poderiam surgir sobre isso, mas não é algo, enfim, é mais ou menos isso. Tentei. Courage. Sur la dernière question, je te remercie beaucoup pour cette question parce que ça me permet aussi de montrer mon différent avec Marx. Moi, je ne suis pas marxiste, ni marxologue, ni marxiste, exactement pour cette raison. C'est-à-dire que chez Marx, il y a une sorte de confiance dans l'histoire selon laquelle la révolution inévitablement va arriver par le développement des forces productives. Marx n'est pas un normativiste.
On ne peut pas trouver une philosophie normative du point de vue politique chez Marx, sauf si on fait des aberrations à l'Habermas et compagnie. Mais chez Marx, il y a cette croyance une sorte de confiance dans l'histoire qui permettra d'arriver à ces points dans lesquels on renverse le système. Là, il me semble qu'on ne peut plus se le permettre. C'est encore une fois une question sur laquelle, pour moi, Marx fait un excellent diagnostic de ce que ce sont les limites du capitalisme, mais il n'offre pas aujourd'hui la solution. À la limite, même Latour, quelqu'un qui pour moi n'a aucun sens de ce que c'est la politique, mais qui pendant le Covid avait dit maintenant on fait des consultations citoyennes pour décider c'est ce qu'on peut accepter de cette civilisation et c'est ce qu'on ne peut pas, même lui c'est un pas au-delà de cette confiance dans la transformation. Et c'est quelque chose qui est presque mouvant parce que Latour n'a jamais eu, à mon avis, une conscience politique, il n'a même pas une idée de ce que c'est la politique, mais il se rend compte qu'à un certain moment il faut passer de la confiance dans l'histoire à l'autolimitation. Et là, c'est là que je pense qu'il y a plusieurs exemples de civilisations non occidentales qui nous offrent en fait des modèles justement, de potluck, la destruction de l'excédent et tout ça. Bon, je ne dis pas qu'il faut aller dans ce sens-là, mais ce sont des sociétés limitées sur lesquelles Lévi-Strauss disait attention, ce ne sont pas des primitifs. Ils ont des modèles politiques qui sont beaucoup plus performants et compliqués et intéressants que les nôtres. C'est ça qu'aujourd'hui on devait prendre comme modèle et pas ce sort de croyances eschatologiques dans la révolution qui va arriver dans un futur et nous sauver tous, quoi. Então, o Lukács ele começa falando que é justamente essa questão dos limites, ele agradece pela pergunta, porque foi justamente isso que impede ele, de alguma maneira, de ser um marxista, de ser um marxólogo, né? É justamente essa questão dos limites, porque haveria no Marx uma confiança na história, nessa ideia da revolução das forças produtivas, e que, mesmo nessa leitura, não dá para cair nessas aberrações habermasianas, de que o Marx seria um normativista, mas ainda assim há essa confiança na história que está ligada à questão dos limites, né? E o Marx, para o Lukács, ele faz um excelente diagnóstico sobre os limites do modo de produção capitalista, mas as soluções já não são as melhores. E daí ele retoma um pouco o exemplo do Latour, que propõe essas consultas populares, cidadãs, durante a pandemia da Covid, e que coloca perguntas como o que fazer da civilização, né? E que o Latour ele não teria exatamente essa consciência política, mas ele ultrapassa essa questão da história como esse desenvolvimento teológico a um outro tipo de forma de atividade política, né? Em que se pergunta sobre os modelos civilizacionais. E por isso que ele vai retomar, o Lukács ele menciona explicitamente essa inspiração que ele tem em outras formas ou modelos de civilizações não ocidentais que oferecem modelos, como diz o próprio Lévi-Strauss, né? Que são povos, eles não são primitivos, eles possuem políticas performáticas muito complexas, muito interessantes e que podem nos ensinar muito e que não recaem nessas crenças escatológicas de uma confiança na história do desenvolvimento das forças produtivas que levaria inevitavelmente a uma revolução. É um pouco isso. Pode ser. Tu as compris, tu veux que je traduise, mais voilà, il se demande sur la question. Ah, ok. Si,
Oui, effectivement, c'est fondamental cette distinction, parce que c'est vraiment, en fait, cette distinction entre Schrank et l'autre, j'ai oublié, Drens. Ce sont des limites qui sont les deux historiquement constituées et donc humainement constituées, parce que ce sont des limites des modes de production, sauf que le Schrank, c'est la barrière qu'en fait il faut toujours dépasser. Et donc c'est la limite qui est posée devant nous. Alors que l'autre type de limite, et auquel je me réfère ici, c'est la limite c'est la condition de possibilité du mode de production comme tel, en fait. C'est-à-dire, chaque mode de production a des limites en le sens d'une délimitation des possibilités. Et c'est ça qui est la limite qu'il faut retrouver contre la limite comme seuil, en fait. C'est cette idée d'une limite qui nous précède plutôt que d'une limite qui est devant nous et qu'on doit dépasser par la croissance, par le développement technologique, etc. etc. Alors, le problème, c'est que comme il y a cette idée d'un développement immanent du capitalisme qui détruit les limites anciennes pour poser des formes nouvelles, la confusion entre ces deux types de limites est permanente et c'est cette confusion-là qui fait l'économie continuellement, en fait. Excusez-moi, c'est même encore plus que le capitalisme, en fait, moi je dirais que cette histoire des limites en seuil, c'est la définition de l'économie. L'économie de la... Alors que l'ancienne économie, c'était l'économia, donc c'était les ménages de la maison chez les anciennes, la patristique chrétienne a créé une nouvelle définition d'économie, comme quoi l'économie consiste à élargir l'Église. Et donc, l'élargissement de l'Église, il l'appelle l'économique. Et pour permettre l'élargissement de l'Église, il faut être moins strict sur l'application des lois, des enseignements chrétiens. Et cette idée selon laquelle il faut perdre quelque chose pour gagner plus de fidèles, le fondateur de la patristique chrétienne, il l'appelle l'économie. Et l'économie, donc, en fait, c'est cette forme c'est cette discipline qui est une discipline d'outrepassement des limites, continuellement. Vamos lá, então o Lukács ele fala que essa distinção entre o Grenz e o Schrank ela é bem importante mesmo, e que quando ele fala, por exemplo, dos limites, no sentido de Schrank, ele está falando dessas limites do modo de produção capitalista que devem ser ultrapassados pelo crescimento das forças produtivas, da tecnologia, enquanto que ele traz um outro sentido de limite, né, que é mais esse sentido hegeliano, kantiano, que ele estava mencionando na apresentação, que são as condições de possibilidade, os limites como aquilo que nos precede, que condiciona todo o desenvolvimento ulterior, né. Então ele coloca essa distinção importante também no Marx entre algo que deve ser ultrapassado e as condições de possibilidade existentes. E daí ele menciona também que esse desenvolvimento imanente do modo de produção capitalista, ele serve para a gente pensar um pouco a questão entre os limites antigos e as formas mais novas de como isso se manifesta. E ele vai pensar, por exemplo, que essa relação entre limite, limiar e Grenz, Schrank, explica a mesma definição de economia. Ele recupera duas noções de economia, uma que seria a antiga, como esse cuidado da casa, do oikos nomos, do Aristóteles e tudo mais, e uma nova que seria, ou uma posterior, que seria da patrística cristã, né, na qual haveria um raciocínio também, de certa maneira, um fundo econômico, em que se trataria de expandir a igreja, né, de você faz uma escolha de perder alguns preceitos, mas para conseguir mais fiéis. E por isso que a economia ela sempre está ligada a essa questão dos limites e dos limiares. Não sei se... Só preciso de mais papel, porque senão acabaram. Bom, eu vou perguntar em português, e aí se você não entender, aí eu traduzo. Acho que é mais fácil. Não, eu achei assim essa exposição sobre Malthus, né, quando a gente lê Malthus no Capital do Marx,
você fica assim com uma raiva do Malthus, né? Porque ele claramente parece ser assim um teórico antipobre, né? Assim, né? De propor essa redução populacional e também, como outros autores que você mostrou aí, de propor que é importante, né, que a sociedade seja dividida em classes, para que uma classe seja mais civilizada, né, e tenha mais acesso enfim, a um conforto que não é possível para todo mundo, né? Mas assim, tem um ponto, acho que importante do Malthus que você traz, né, que é justamente esse conceito de limite, né, assim, que there is an important point in Malthus that is the concept of a limit. E que, enfim, que eu acho que é um ponto importante, que a gente está encontrando esse ponto em Marx também, com essa noção de falha metabólica, né? Que consiste justamente tanto no esgotamento físico da força de trabalho humana, quanto no esgotamento da natureza, né? Que é justamente o que está acontecendo, e que eu acho que o Marx viu isso, né? Eu acho que ele já tinha uma noção não tão, talvez, elaborada, mas desde os manuscritos, né? Quando ele diz que tem ali uma separação, que a Terra é o nosso corpo inorgânico, e que há essa separação, acho que essa ideia ela já está meio ali latente, né? Desde os manuscritos econômico-filosóficos. Mas que vai aparecer com mais força aí no Capital, né? No livro 3 do Capital. E aí ele coloca, né, mais uma contradição, que era uma contradição que, enfim, não se pensava muito, não se estudava tanto, e que está vindo à tona agora com esses escritos aí do Saito e do Bellamy Foster. E uma contradição que, enfim, quer dizer, o esgotamento das forças físicas, né, do trabalhador, eu acho que já estava presente, né, ali no Marx, mas essa questão da natureza, como você falou, ele vai estudar justamente para se contrapor ao Malthus, e ele acaba encontrando ali um limite no próprio argumento dele, né? De que, enfim, existe, de que a natureza tem um limite, né? E que esse limite talvez não seja assim tão fácil de transpor com a ciência e com as técnicas, né? Mas aí, assim, de tudo que a gente está pensando aqui esses dias, né, de colóquio, será que esse limite é um limite de a humanidade realmente vai deixar de existir? Ou é um limite para a imensa maioria da população, né, assim, do ponto de vista da natureza, né, do que a gente está fazendo com o nosso corpo inorgânico? Porque os mais atingidos por essas mudanças climáticas são a população pobre, né? É quem não pode ligar um ar-condicionado, é quem não consegue se locomover, é quem mora em área sujeita à inundação, né? Então, será que isso é, de fato, um limite para o capitalismo? Ou é simplesmente um limite para a existência da maioria, que vai enxergar tudo isso como uma fatalidade da natureza, né? De Deus, religiosa? Porque as pessoas mais ricas, até agora, elas não estão sendo realmente tão afetadas, né? Que é isso, né? Você pode ligar o ar-condicionado, você não está em áreas de inundação, você pode se proteger de várias formas. A gente teve a pandemia que atingiu todo mundo de uma certa forma, mas atingiu diferentemente diferentes corpos, né? Então, quem pôde ficar em casa, isolado, né, se protegeu mais. Então, enfim, são questões aí que eu queria te ouvir. Um outro ponto importante, que eu acho importante destacar, então, assim, eu queria destacar esse ponto, né, que o Malthus ele aparece como um autor antipobre, mas, por um outro lado, ele coloca essa ideia interessante do limite que vai acabar aparecendo no Marx, né, com a noção de falha metabólica. Um outro ponto importante que veio com a questão da poli, também com o final da sua fala, né, sobre a questão do esgotamento, é quase que como uma falha metabólica ligada aos corpos das mulheres que estão ligados aos trabalhos domésticos. Mas que Marx, isso é um ponto cego em Marx, né? Marx ele fala de reprodução muitas vezes ligada como cesta de bens, né? Consumo de bens, e ele não coloca ali na conta os trabalhos domésticos, né? E o Malthus também não, porque o Malthus fala de condição para reprodução, a ligação aos meios de subsistência, né? Se as mulheres fizerem uma greve,
e pararem de cozinhar, alimentar as crianças, etc., a gente também vai ter um problema ligado à reprodução da população, né? Assim. Então, assim, eu acho que é um ponto importante destacar que isso é um ponto cego neles, né? Até onde a gente conhece do Marx, né? Porque o Marx ele tem rascunhos que não são conhecidos até hoje, mas eu acredito que nesse ponto, né, do ponto de vista da reprodução, eu acho que isso apareceria no Capital, né? Se fosse um ponto essencial que ele enxergasse para a acumulação do capital, e não aparece, né? Por fim, tá. Tá, eu traduzo, pode deixar. E, por fim, você falou que você não é marxista, né, porque o Marx tem essa coisa de enxergar a revolução como uma coisa quase que necessária, né? Porém, assim, eu acho que o Marx mais idoso, dos últimos textos, como os cadernos etnológicos, né, que ele estava estudando ali sociedades não ocidentais para entender como que as sociedades que ainda não tinham passado por um processo de acumulação primitiva, como que elas podiam resistir ao avanço do capital. Eu acho que ele já estava entendendo que a revolução não era assim tão necessária, que ela não aconteceria necessariamente. Eu acho que esse Marx que acredita que, né, que a revolução vai acontecer, que ele sempre fala isso, né, antes do dilúvio, né, e tal. Eu acho que é um Marx que viu as revoluções acontecerem na Europa, né, a de 1848 da França e a Comuna de Paris, né. Então eu acho que, bom, se bem que a Comuna de Paris é de 1871, né, mas eu acho que é um Marx que estava ali muito imbuído nos acontecimentos, né, revolucionários europeus, assim. Então, eu vejo esse Marx mais do final da vida como um Marx que ele está tentando buscar outras soluções para a revolução, porque ele está vendo que só ali o proletariado urbano fabril não está dando conta, né? Então, essa necessidade talvez não esteja tão assim no horizonte, né? Vamos lá. Não, I just said that it was very interesting to see that. Okay? Pode ser? That it's very interesting that Malthus and other authors that you just quoted, like Condorcet, they are anti-poor people. Like they have those theories that it's important to have classes. That one class is going to be more civilized and have more access to luxurious goods and etc. But there is one interesting thing in Malthus' theory that is the concept of limit that is in Marx, and I think it was motivated by his reading of Malthus and this other guy that's the Liebig, and he discovered this fail in the metabolism of humans and nature, and the possibility of the destruction of the nature and the human body. But he doesn't see the domestic work of the female as a point that can destroy women as well. What else? And so I would like to hear about you and of you, I'm sorry. And the other question I've made was about this. It was a contradiction that Marx has discovered, like this fail, that perhaps it was already not developed in the manuscripts of 44. And but it's already there because Marx knows that the land is our extinction body. It's the inorganic body. And the other question was about you've said that you are not a Marxist because Marx sees the revolution as necessary. And I just said perhaps this was the young Marx because the latest writings of him that were
ethnological papers, yes, they were, he's looking for non-Occidental communities so he was looking for a solution for capitalism, not only in the urban workers, but in other communities, because he wasn't seeing the revolution happening. So perhaps he was not so sure that revolution would happen. It was that. I'll make my question in English. I can translate later. First of all, I'd like to thank you for your speech. It was very good. And well, my question is about something you actually kind of spoke on your speech, but that I would like you to develop a little more for us. That's well, first of all, I really like the way you displace the Malthusian metaphysics when you situate the population or the populational problem geographically. But well, what I would like to hear from you is how we deal with that situation when the climatic crisis we're dealing with presents us with global problems, and when in one side the Occidental powers are ever more extremists and let's say against global governance. And while the, let's say, global south is, as you also said in your speech, trying to ask for their right to develop themselves as they didn't when when we were colonized. Was that clear? Well, how to deal with the global problems we have to face when in one side of the table we have the global powers being ever more against any kind of global governance, like for example Trump, that was just re-elected and is against any kind of international cooperation. And in the other side, we have the global south trying to, I forgot the word, in Portuguese too. Então, eu esqueci em português. Claim, while the global south tries to claim the right to develop industrially and so on, against the, let's say, the interests of people in general. Thank you. Melhor no microfone, né? A minha pergunta foi, para traduzir para os colegas, sobre algo que o Lucas chegou a falar na fala dele, que apesar de ser muito interessante esse deslocamento da metafísica malthusiana ao localizar geograficamente a questão populacional, eu perguntei como, entretanto, se faria para lidar com a crise climática, que apresenta problemas em escala global, numa situação em que as potências ocidentais se tornam cada vez mais extremistas e avessas a qualquer tipo de governança global, enquanto que o sul global reivindica para si um suposto direito de desenvolvimento industrial e por aí vai. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Só uma pequena correção na sua pergunta, o Lucas, quando eu falei de patrística, era crematística, aquela outra ciência. Eu
Na hora ali de falar, foi tanta coisa que eu era não patrística, mas crematística, como eu falei. Ah, tu parlais de la patristique? Ah, ok, voilà. Donc, oui. Donc, j'ai fait la confusão. Eu estou me confundindo tudo aqui, eu nem sei mais o que está acontecendo. Ah, ok, então eu fiz certo no final das contas. Estou duvidando de mim mesmo. E usando o meu poder discricionário, eu vou colocar a última pergunta, porque já é 9 horas praticamente. Alors, je pose la dernière question moi-même. C'est sur cette relation, ce rapport entre la baisse tendancielle de taux de profit et comment Marx était en train d'investiguer, de chercher sur ce phénomène qui est au cœur même du capitalisme, de ces tendances structurelles. Il a trouvé le problème de la rupture métabolique, mais on sait aussi que la baisse tendancielle du taux de profit, elle a comme phénomène parallèle qui se trouve toujours, c'est l'augmentation de la subvention matérielle de valeurs d'usage. Donc, s'il y a cette tendance naturelle ou structurelle à toujours baisser le taux de profit, il y a cette tendance matérielle de toujours augmenter la production. C'est comme ça qu'on compense le mouvement du capitalisme. Et si tu peux commenter un peu plus sur la relation ou le rapport entre le métabolisme et cette tendance contradictoire qui est au cœur même du capitalisme en termes de conditions d'habitabilité de la planète. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, que les conditions de l'accumulation du capitalisme, elles peuvent être très dégradées, très épuisées, et quand même le capitalisme peut continuer à accumuler, même dans ces conditions qui sont déjà catastrófique. Então, a pergunta que eu fiz, resumindo, é essa ideia de que há uma queda tendencial da taxa de lucro no capitalismo, que foi quando Marx estava investigando isso, que ele encontrou o problema da ruptura metabólica, da falha metabólica, lá nos manuscritos de 61, 63, só que a gente sabe que essa tendência dentro do modo de produção capitalista, quando Marx está expondo ela lá no livro 3, ela é acompanhada por uma contratendência, que é essa do aumento da subsunção material dos valores de uso, do aumento da produtividade para compensar essa baixa essa queda do tendencial da taxa de lucro, né? E daí a minha pergunta é, nesse sentido, tendo essa tendência contraditória do capitalismo, o capitalismo, então, em teoria, poderia continuar a acumular o seu regime de valorização do valor em condições cada vez mais degradadas, como o próprio Lucas já mencionou. Mas eu queria que ele desenvolvesse isso um pouco mais, porque era algo que até então eu não tinha me tocado dessa ligação. Je ne savais pas de cette liaison entre la baisse tendancielle du taux de profit, c'est la thèse de Timothée Hogg, non? Donc, se tu peux commenter un peu plus, se ele puder comentar um pouco mais sobre isso. Et voilà, ce sont les questions. Thank you for your question. It's a challenge. About limits. Yes, maybe we can say that with the metabolic rift, Marx find something like a limit in the Malthusian sense. But there is a real difference between the two types of limits. In Malthusian sense, limits is a natural limit of the world. And the progress, the industrialization, the production are positive, and there is just a negative limits that had an action on the growth. In the Marxian conception of limits is created by the growth of capitalism, and this is the growth of capitalism and the production that distract the condition of possibility of life. So the limitation of is not just something that is inscribed in nature, but is created by the growth of production of capitalism and exploitation of the nature and the board and the body of women and so on. Why Marx didn't see that exploitation of domestic work that is limited by the exploitation of the body of the women, because he continued to see at work as something that is valorized in the market.
and not for him. Work is a phenomenon of the market, and we have to examine this as a phenomenon of the market. And this is the problem of the economicism of Marx. Everything that is outside the market doesn't exist as form of valorization. Engels maybe see better than Marx this condition of exploitation in his text of family and so on. But it is an idea that Marx doesn't explain really. About the inorganic, about the idea of exploitation of nature in the manuscript of 1844, but I'm sorry, but I don't know really the question of, because in this moment Marx doesn't, he wasn't interested in population, in Malthus and so on, so I didn't work on this idea, but I think that you are right, there is another conception of nature, and Louis speak of this yesterday, about this idea of nature of the manuscript that we can use in another sense. But this is an idea for research, exactly. We have in French a young researcher named Frédéric Montferrand that write a book about this, about the conception of nature on the young Marx. About the latest Marx, I agree with you. I agree with you. He didn't see the possibility of a class action and a class struggle in Europe, so he tried to see outside Europe another kind of revolution that was the Russian Revolution and so on. But finally it abandoned this idea that we have to pass the different state of capitalism to have finally a great revolution and so on. So about this idea of Global South and the right. Então, só traduzindo rapidamente a resposta do Lucas a Cris, ele começa falando sobre essas diferenças de sentidos, né, entre os limites no Marx e no Malthus, que haveria uma diferença em que o Malthus está pensando os limites naturais do mundo e que ele teria visto limites como positivos, como, por exemplo, ligados à indústria, ao crescimento econômico, e já no Marx, essa noção de limite, elas são criadas pelo crescimento e pelo próprio movimento do capitalismo, da sua produção que destrói, porém, essas condições de possibilidade da vida. Então, as limitações, que tal qual o Marx está falando sobre o capitalismo, elas não são meramente uma descrição, mas a ideia de que elas são criadas pelo crescimento da produção, levando ao esgotamento do corpo feminino e da natureza. E daí o Lucas, respondendo essa sua reflexão sobre por que Marx não teria visto a exploração do trabalho feminino, ele fala que é porque ele continua a ver o trabalho como algo que é valorizado tão somente no nível do mercado, que haveria assim um economicismo de fundo do Marx, no qual o que está fora do mercado não existe como forma de valorização possível, uma valorização formal, né? E que talvez tenha sido Engels que tenha visto no texto da Origens da Família, Estado da Propriedade Privada, algo nesse sentido que escapa um pouco desse economicismo do Marx. Que, entre parênteses, entre nós, é curioso, porque normalmente é o Engels que é visto como mais economicista, né? Judith Jux, Engels que é visto como le plus economiciste. E retomando essa explicação da natureza nos manuscritos de 1844, o Lucas ele diz que não sabe dizer exatamente sobre isso, porque o Marx não estava propriamente interessado em fenômenos da população, na questão do Malthus, mas que há uma outra concepção da natureza, como o próprio Michel Louvi falou disso ontem, uma natureza que é usada em outro sentido, mas é algo que ele mesmo teria que pesquisar. Só que dele cita um livro do Frédéric Montferrand, que fez um livro sobre o conceito da natureza no jovem Marx, e sobre o Marx tardio, o Lucas concorda com você, que ele via que a luta de classe na Europa estava interditada e ele procura, fora dela, outras formas de revolução, como, por exemplo, a Revolução Russa, na troca lá com as populistas russas, que não necessariamente precisaria passar pelo capitalismo. Yes, about Malthusian metaphysics and the right of Global South to industry and the consummation and so on. There is a paradox between... fundamentally, it is the position of Dipesh Chakrabarty, and
I agree with him because this is a very important argument about Malthusianism and neo-Malthusianism. But finally, we have how to respond for people to people that want to have the same level of consumption, the same level of life that we know in the north, for example, in the occidentalized country. This is the point. This is a very important point. I don't have an answer to this, but just I want to note the things that it is in the south of the world that there are the more young population. There are the future of the world is concentrated in the south of the world, in Africa, South America, and so on, more than the north. This is the first point. The second point is that the environmental catastrophes are striking more in the south and more in these people that in the poor country than in the rich country. And this is the factor of great antagonism today. I think that here there is a reason for thinking an antagonism, a new antagonism between the south and north of the world today. Então, o Luca ele fala que sobre essa questão do sul global, das demandas de industrialização e essa metafísica do Malthus, que ele concorda com a posição do Chakrabarty, e que é um argumento importante, né, sobre o malthusianismo, né, o malthusianismo, sobre como responder às pessoas que querem ter esse mesmo estilo de vida e de consumo dos países do norte desenvolvidos. E o Lukács não tem propriamente uma resposta, mas ele dá alguns indícios que podem apontar de como isso pode se desenvolver, né? O primeiro deles é que é no sul, onde a população está mais jovem, diferentemente da população envelhecida do norte, e, portanto, é lá onde está, se você for pensar em termos de futuro, continuidade da civilização, das populações, está sobretudo concentrado no sul. E, além disso, a catástrofe ecológica é onde mais afeta essas populações do sul, né? E é por isso que há um antagonismo novo, um antagonismo renovado entre sul e norte, que pode oferecer uma série de respostas. E é isso, basicamente. Et alors Et puis sur la dernière question, sur la baisse tendancielle des taux de profit, bon, il est 9h10. Mais non, j'essaie d'expliquer les choses de la manière la plus simple possible. Tu connais les problèmes, tu connais déjà les problèmes, c'est-à-dire la création de plus-value peut avoir lieu seulement en exploitant du travail vivant, donc l'exploitation des hommes. Mais les problèmes du capitalisme comme système, c'est qu'il va continuellement augmenter la part de capital constant des machines dans la composition totale organique du capital, et donc il va expulser le travail vivant. Donc, les lois de la baisse tendancielle du taux de profit consistent à dire qu'il ne peut pas y avoir de survaleur parce qu'on chasse les mêmes personnes, les mêmes travails vivants sur lesquels on fait de l'exploitation. Donc, ça, c'est le problème de base. Mais, on pourrait dire aussi ceci, que plus la productivité augmente, plus les prix baissent. Et si les prix baissent, les salaires qui sont indexés sur les prix de la marchandise baissent aussi. Et donc le capital peut faire une nouvelle marge sur cette productivité-là. Est-ce que cette marge est infinie, comme le pense l'économiste? Ben non. Pourquoi? Parce que les paniers de subsistance des biens dont jouissent les travailleurs, qu'est-ce que c'est? Ben, il est composé par des produits alimentaires qui viennent de la terre. Et sur la terre, la productivité agricole, en fait, est structurellement plus faible que la productivité industrielle. C'est ça que découvre Marx avec la rupture métabolique. C'est quoi que peut faire les marxistes? Enfin, il faut comprendre qu'est-ce que peut faire l'économie? Il faut comprendre que Ricardo, Malthus, tous ces économistes classiques, ils pensent que l'économie est condamnée, que la croissance est condamnée. Mais juste, on peut aller un peu plus loin. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? On va industrialiser la terre pour obtenir plus de productivité sur la terre. Et ça, c'est la nouvelle limite. C'est-à-dire, il faut impliquer le plus possible les ressources naturelles
dans un type d'exploitation technologique parce que c'est seulement là que la productivité est plus productive et crée en fait de la plus-valeur. Et en même temps, c'est là où on chasse les humains et donc on a la crise. Le capitalisme se bat continuellement contre ces crises. Mais le capitalisme fait des crises toujours une occasion pour aller plus loin. C'est pour ça que moi, quand je suis allé à Paris, je travaillais avec un économiste dans sa maison d'édition. Et lui me disait, mais le capitalisme, il rêve de l'écologie, il rêve des verts. Parce que si on pose un obstacle, si on dit une voiture doit moins consommer, doit consommer moins, ben c'est une nouvelle occasion pour produire des voitures qui consomment moins et d'envahir les marchés avec des voitures qui consomment moins. C'est un raisonnement, celui de la transformation des limites en seuil, qui est infini. D'où cette contradiction, et puis j'arrête vraiment, cette contradiction selon laquelle on a une limite, mais les limites, comme le dit Malthus dans ce passage qui est très parlant, il dit il y a une limite infinie, probablement, il y a une limite, il y a une finitude, probablement, mais c'est indéterminé. Donc on peut encore aller un peu plus loin. Então, o Lucas ele fala que ele vai tentar explicar isso da maneira mais reduzida possível, né? Que a criação, explicando essa lei tendencial da queda da taxa de lucro, que parte do pressuposto de que no capitalismo a criação do mais valor, ela só existe com a exploração do trabalho vivo, ou seja, da força de trabalho humana. Mas o capitalismo, na sua composição orgânica, que é a proporção entre no processo produtivo entre os meios de produção, o capital constante e o capital variável, sobretudo a força de trabalho, o capitalismo, na medida em que ele substitui o trabalho vivo, a força de trabalho, por maquinarias, ele acaba expulsando o próprio trabalho vivo, que é o trabalho criador de valores da produção, e é sobre o qual ele baseia a sua valorização do valor, né? Então, essa que é a contradição de base do problema da taxa, da queda tendencial da taxa de lucro, né? Porque você expulsa da produção aquilo que geralmente gera o valor. Só que daí haveria uma contratendência que é quanto mais aumenta a produtividade, mais abaixo os preços das mercadorias, sobre o qual o salário dos trabalhadores está indexado, e também baixa o salário, e daí o capitalismo ele poderia acumular sobre essa nova margem, né? Só que ela não é infinita, esse que é o grande problema, essa discrepância entre a baixa dos preços, a queda do preço dos salários, das mercadorias, e o que o capital pode retirar de vantagem relativa a isso. Ela não é infinita, como pensam os economistas, né? Porque a cesta de bens vem dos produtos da terra, que dá o valor ao salário, e, portanto, a produtividade agrícola ela não é infinita, porque ela justamente é mais fraca que a produtividade industrial. Então, é esse descolamento entre a produtividade agrícola e a produtividade industrial que causa a ruptura metabólica. E daí por isso que os economistas políticos clássicos, eles tinham essa visão de que o crescimento, ele, enfim, é algo ao qual a gente está condenado, né? Tipo, ele não vai continuar perpetuamente, mas para combater isso você deve industrializar a terra como um novo limite, industrializar ao máximo, implicar os recursos naturais em um novo tipo de exploração tecnológica, pois é lá que a produção é mais intensa. Só que, esse que é a sabedoria de Marx, é lá, através desse processo, ao tecnologizar, ao aumentar a proporção de capital constante no processo produtivo, que se cria essa crise perpétua de expulsar os humanos. Por isso que o capitalismo sempre está deslocando seus limites, né? E daí ele trouxe a reflexão muito interessante que ele viu com um economista lá em Paris, de que o capitalismo, o sonho do capitalismo é a ecologia, né? Porque surge um novo obstáculo, que é uma nova condição para renovar o crescimento numa concepção sempre infinita, de que as crises criam novas oportunidades e negócios, né? E por isso que essa contradição entre haver um limite que é infinito, ou que é provável, indeterminado, existente no futuro, e pode ir sempre mais longe. Esse que é o grande problema do capitalismo. Mas vou lá.